Dans cette vidéo, on va utiliser la toute dernière extension Chrome ChatGPT Extension dont je vous ai montré comment l'activer en avant-première en Europe dans la précédente vidéo. Et dans cette vidéo, on va utiliser l'extension ChatGPT Chrome Extension pour combiner un deuxième cerveau dans Codex ChatGPT 5.5. On va constituer une base à partir d'Obsidian et cette base, on va la stocker dans NotebookLM. La puissance de cet outil, c'est de combiner une base de recherche personnelle qui va nous permettre d'utiliser à la fois le texte, l'image et la puissance de Google. Associé à Obsidian, vous allez créer votre première base de connaissances, le deuxième cerveau, le second brain, en utilisant une fonction skill. Je vais vous montrer comment coder tout ça. La skill sur laquelle je me suis inspiré pour écrire mon propre code, la voici dans ce tuto. On va implémenter l'IA de manière professionnelle pour les entreprises et les entrepreneurs. Et dans ce tutoriel, on va donc construire une base de connaissances. Dans les vidéos précédentes, on a parlé de la possibilité de créer des bases Obsidian. Ce qui se passe dans un système Obsidian, c'est que l'intégralité de la database qu'on construit est envoyée dans le contexte total, ce qui va causer automatiquement la saturation du système. La solution, on l'a vu préalablement, c'est de construire un système database avec des métadonnées et faire une découpe de système, ce qu'on appelle un chunk. On a donc tous les éléments pour constituer un système RAG. Mais si on trouvait un moyen de faire un RAG light, un RAG ultra léger, en utilisant l'écosystème de NotebookLM. C'est exactement ce qu'on va faire au niveau de ce tuto. On va donc utiliser toute la partie du dataset qu'on a construit dans les vidéos précédentes, et on va construire un système dans NotebookLM. Pour ceux qui utilisent pour la première fois NotebookLM, une très rapide prise de vue du système, on est sur une interface qui va vous permettre d'utiliser gratuitement un certain nombre de requêtes. Google nous donne la possibilité d'utiliser NotebookLM. Chaque fois que vous allez créer un système, c'est un système fermé, c'est-à-dire que vous ne travaillez que sur vos documents en utilisant Google Gemini. Le principe est le suivant, vous allez appuyer sur le bouton créer et ici vous allez ajouter des sources. Ces sources peut être du texte, accéder à Google Drive, des informations sur les sites internet ou importer des fichiers. Alors je vais vous montrer le problème principal. Si j'importe un PDF, ce que je viens de faire, la dernière étude de DeepSeek-V4, beaucoup de gens font cette erreur, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un document, un PDF et l'envoyer dans l'interface. Alors, NotebookLM, c'est un système multimodal, c'est-à-dire qu'il va être capable, progressivement, d'extraire à la fois les images et le texte. Mais voici ce qui se passe. Premièrement, le modèle n'arrive pas à structurer correctement les données et vous perdez toute la mise en page des tableaux. Ensuite, vous avez les pages et les images qui se mettent de manière aléatoire au niveau du texte. Ce qui est en train de se passer, c'est extrêmement dangereux pour une IA. Et je vous explique pourquoi. Il y a toujours deux points capitaux à résoudre au niveau des IA, c'est la qualité de la data. Quand vous envoyez de la donnée, ce qui est en train de se passer, c'est que comme les IA, ce sont des machines de prédiction, elles prédisent des tokens en fonction des tokens de gestion. Si vous mettez de l'information qu'on considère des distracteurs, donc de l'information qui n'est pas cohérente, ce qui est en train de se passer exactement ici, c'est-à-dire qu'on a introduit des éléments qui ne sont pas compréhensibles, on a rajouté des images à des endroits qui ne sont pas compréhensibles, et on a perdu le format des tableaux. Donc toute la donnée qu'on a ici, c'est pas de la donnée structurée, c'est de la donnée aléatoire. Et en plus de ça, vous avez des caractères divers et variés qui se mettent dans la structure. Donc tout ce que vous êtes en train de faire et tout ce que vous avez vu dans tous les tutos qui n'ont jamais parlé de cette problématique ne vous ont jamais parlé de l'hallucination induite par la data non structurée. C'est exactement ce qu'il faut prendre en compte quand vous créez une base de connaissances, un deuxième cerveau dans ChatGPT, Claude ou Obsidian. C'est la raison pour laquelle les distracteurs, ce qu'on vient de voir, doivent être absolument évités. L'étude de Chroma nous explique que si on augmente le nombre de distracteurs jusqu'à 4, et là vous avez vu qu'il y a bien plus que 4 distracteurs, les modèles vont s'intéresser en avant-première aux éléments qui sont des distracteurs. C'est un défaut de comportement des modèles, ils vont s'intéresser à ces distracteurs. 4 distracteurs vont descendre de plus de 50 à 60% la qualité de réponse d'un LLM. Que ce soit ChatGPT, que ce soit DeepSeek, que ce soit Claude, tous les modèles vont être impactés. Donc la première partie, c'est ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'est de faire de la data structurée, optimisée pour les systèmes deuxième cerveau. En conséquence, l'étude nous montre que le modèle qui est le plus performant face aux distracteurs, ça reste Claude. Aujourd'hui, de manière absolue, Claude, c'est un modèle qui est prudent, on va le définir comme ça. ChatGPT, par contre, c'est tout le contraire. ChatGPT, lui, il a tendance à pêcher par trop d'assurance. En conséquence, même lorsqu'il ne sait pas, il va répondre. Et c'est tout ce qu'il faut éviter là, quand on va créer notre système de deuxième cerveau en utilisant l'extension Chrome de ChatGPT. Il faut que notre data soit parfaite.
Première solution au problème, on l'a vu dans les vidéos précédentes, on a un fichier brut qui s'appelle un fichier RAW qui est parfaitement structuré. On l'a extrait en utilisant un système de OCR. Vous avez donc le document qui n'est plus le document brut PDF, mais qui est un document optimisé, structuré pour les bases de connaissances. Et donc là, on a constitué un système de connaissances. Mais ce qu'on a perdu, ce sont les images. Alors, on a rentré des métadonnées et on a rentré des informations concernant la présence des images. Dans ce système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer cette fois-ci les images. Et je vais vous montrer comment. Nous allons donc aller sur la partie OCR de Mistral et basculer dans l'interface Document AI. C'est ici qu'on va pouvoir télécharger les fichiers. On va récupérer notre document et ce qui va nous intéresser cette fois-ci dans les options, on l'a déjà utilisé sur le logiciel donc je vais aller plus vite, c'est décomposer la section images en utilisant l'éditeur de code en faisant des réponses structurées. On va donc extraire des datas ciblant les données des images qu'on va insérer à l'intérieur de notre système de deuxième cerveau en format Markdown. Vous allez donc exécuter cette fonction et à la sortie, on va récupérer à la fois les images et le texte. Alors bien entendu, je n'ai pas configuré la section JSON, c'est parce qu'on montre pour vous faire identifier chacune des étapes, mais en fonction du type de data que vous allez avoir, il va falloir que vous structuriez les données que vous voulez extraire au niveau des images. Donc là, on a mis des métadonnées, mais ce qu'on veut récupérer maintenant, en cliquant sur télécharger, c'est les métadonnées et les images. Et cette fois-ci, on va pouvoir donc basculer toute cette information dans notre BookLM. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA de manière professionnelle et scaler votre travail, rendez-vous dans Maîtriser le meilleur de l'IA 2026. Vous allez apprendre à être un entrepreneur certifié qui automatise son business en moins de 15 jours. Étant donné que l'IA, aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement dynamique. Vous avez l'intégralité des mises à jour qui sont incluses. On est les number one au niveau des updates. Vous avez plus de 85 heures de cours que vous faites à votre rythme. Tous les modèles principaux d'IA sont présents dans cette formation. Vous avez ChatGPT, ChatGPT Codex, les agents IA et bien entendu Claude Cowork, Claude CLI. Vous allez devenir pro avec une trajectoire claire, un vrai niveau professionnel. Vous allez apprendre à nourrir un agent IA avec vos données de manière exploitable, propre et utile. Rendez-vous dans les formations juste en description. On est en train de construire notre deuxième cerveau et on aura corrigé toute la problématique qu'on a eue sur l'extraction de données précédentes. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est qu'il ne faut jamais utiliser un import direct de source. Vous allez contaminer la réponse d'une IA. Tous les tutos que vous avez vus jusqu'à maintenant qui vous aident, mettez vos PDF, allez prendre des informations sur des sites internet. Dans l'interface, font cette erreur et il faut absolument que vous la corrigiez dès maintenant. À partir de maintenant, je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau de la data, maintenant qu'on l'a nettoyée, qu'on l'a optimisée et qu'on a rajouté à partir de l'extraction de Mistral, OCR, toutes les images. On a maintenant de la data extrêmement propre et structurée où on a la description de l'image elle-même qui va se retrouver avec sa métadonnée de description, juste en dessous, vous l'avez, elle est là, qui indique où elle est placée, qu'est-ce qu'elle contient, quelles sont les informations. À partir de là, le modèle en fait va disposer de l'intégralité de la base de connaissances et vous pouvez observer que la qualité de la mise en page n'a plus rien à voir. Notre BookLM dispose maintenant de data structurées hautement optimisées pour pouvoir comprendre tout le contexte. Alors jusqu'à maintenant, si on devait poser une question, eh bien on était obligé de la taper dans l'interface de notre BookLM. Pour arriver à automatiser ce système, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter la possibilité aujourd'hui de ChatGPT Chrome Extension, de prendre le contrôle des interfaces et donc de construire ce qu'on appelle une skill. On aurait pu faire un système MCP, mais ça sera l'occasion aujourd'hui de travailler sur les concepts des skills. C'est cette capacité à donner des compétences aux IA, des compétences de type workflow humaine. On va automatiser notre travail grâce à des skills. Ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable de récupérer les questions et les réponses dans l'interface de notre BookLM, de récupérer également les citations des numéros des documents qu'on va utiliser et d'activer une skill qui va interroger notre base de données. On va donc transférer toute la connaissance qu'on a dans l'interface de Obsidian dans notre BookLM et ça sera notre BookLM avec le moteur Gemini 3.1 qui va faire les recherches avec l'avantage maintenant d'avoir des recherches multimodales. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre de l'image, de la vidéo, des tableaux et du texte. On va donc avoir un système de deuxième cerveau beaucoup plus puissant qu'avec Obsidian parce qu'on va utiliser la multimodalité native de Gemini dans notre BookLM. Je vous montre le principe de fonctionnement.
Et après, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va coder une skill. Et je vais vous faire un bref rappel au niveau des structures de skill pour ceux qui n'ont pas pris l'occasion de voir comment ça fonctionne. Voilà, le système, je lui ai envoyé une demande pour aller rechercher des informations dans l'interface de NotebookLM. Il va taper les questions par rapport à la question que je lui ai posée. Le mode sparse de DeepSeek V4. Explique-moi en détail le système sparse mécanisme DeepSeek V4. Il va envoyer un certain nombre de mots-clés pour aller retrouver dans la base de connaissances. NotebookLM va aller récupérer les informations avec le nom de source, le numéro de page, les tableaux et autres. Et ensuite, ChatGPT, grâce à Chrome Extension, qu'on va activer, va récupérer les informations et les réinjecter dans l'interface. Si vous voulez voir comment ça se passe, je vous le montrerai juste après. Vous avez juste en dessous les questions-réponses entre les deux interfaces. Donc là, je vous montre l'écran qui a été lancé pour vous faire prendre conscience qu'en arrière-plan, vous pouvez lancer donc des requêtes avec des demandes et c'est ici que vous voyez que j'ai des agents IA. C'est un agent IA en fait qu'on va coder qui va se lancer et qui va interroger la base NotebookLM à ma place et donc utiliser l'écosystème NotebookLM pour en faire une base de connaissances et retourner de l'information. Grâce aux informations qui sont ici, vous avez en fait la référence des images qui apparaissent, architecture détaillée de l'image 1.4, image 38. Donc si on veut récupérer les éléments des sources, on est en mesure de récupérer toutes les informations à partir du contexte. Alors ça veut dire une chose concernant la sécurité. Ce que je viens de vous montrer, c'est que j'ai laissé l'écran ouvert parce que j'ai voulu que la skill montre qu'un écran allait être ouvert en arrière-plan. Mais ça veut dire, en termes de sécurité, une chose hyper importante. Moi, je vais vous donner un lien où vous allez pouvoir trouver et télécharger cette skill. Je l'ai personnalisé, j'ai complètement changé toute la structure du code, je l'ai optimisé pour mon mode de travail, mais je vais vous donner ce lien. Mais faites attention quand vous allez installer des skills, parce que techniquement, si vous ne savez pas lire le code, on peut aujourd'hui prendre le contrôle de votre navigateur, de votre PC et envoyer à votre insu des informations. Je dis ça parce que vous avez des bases entières de skills où les gens vont cliquer dessus, les télécharger, et très souvent, les gens n'ont aucune compétence dans le domaine du code et ni dans le domaine de l'IA. Donc, elles ne sont pas du tout en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer derrière leur terminal. Donc, prenez garde quand vous téléchargez un élément, contrôlez toujours la sécurité. Qu'est-ce que récupère comme information de data personnelle le système? Je vous l'ai montré dans la vidéo précédente de Chrome ChatGPT Extension. On peut récupérer les variables d'environnement de votre système et les envoyer à distance en utilisant ce type de procédé. Alors, prudence, ne téléchargez pas les skills sans avoir avant vérifié l'écriture du code. La skill sur laquelle je me suis inspiré pour écrire mon propre code, la voici, je l'ai prise donc à cette adresse et maintenant je vais vous détailler les modifications que j'ai apportées pour l'optimiser, pour la rendre plus efficace, plus rapide et plus performante et l'adapter de Claude à ChatGPT Codex. Première info, vous trouverez au niveau du cours beaucoup plus de détails, beaucoup plus d'étapes. On prendra plus le temps d'expliquer chacune des parties de la création, mais je vous rappelle quand même les grandes lignes d'un fonctionnement d'un système skill. Un système skill est composé d'une zone qui s'appelle les métadonnées, dans lequel il y a le nom et la description au minimum. Ensuite, on peut ajouter des fonctions d'agent. Dans la section, on a le trigger, le déclencheur, et ensuite les étapes du workflow. Donc ça, c'est la structure de base. Quand on commence à avoir une skill un petit peu plus technique, ce qui va être le cas de ce qu'on va développer maintenant, on va intégrer un ensemble de process, c'est-à-dire on va appeler un workflow avec des étapes. 1, 2, 3, 4. On va lui dire, tu vas te connecter en lançant Chromium, tu vas ensuite aller sur la page, tu vas prendre le contrôle de la page, tu vas utiliser le Playwright pour prendre le contrôle de l'interface, tu vas taper les questions vont être à tel format, et ensuite tu vas récupérer les réponses et tu vas les réinjecter dans l'interface. On va donc créer un agent IA d'interfaçage, et on va donc optimiser les queries. On va lui dire comment doivent être structurées les questions-réponses au niveau du système. Si vous avez besoin, vous allez prendre toutes les datas pour comprendre comment sont constitués les agents skill.io sur agentskill.io. Et c'est là-dessus qu'on va construire donc une skill complexe. Les skills assez simples sont constitués de répertoire skill avec skill.md qui contient les instructions de base. Mais là, ce qu'on va devoir coder, ce sont des scripts. Donc dans les scripts, on va voir toute l'exécution du code et de notre agent IA qui va prendre le contrôle de l'écran. Voici comment faire. Au niveau du cours, dans les formations, vous aurez donc la copie de ma structure de template que j'ai utilisée pour coder tout ça, ainsi que le lien pour pouvoir le faire vous-même et l'adapter à votre environnement. Ce qu'il faut retenir au niveau des structures, c'est qu'on a un système skill.md dans lequel on va avoir un répertoire script. Ce script va nous lancer deux agents IA. Un agent IA qui s'appelle
Autorisation Manager, qui lui a pour but de se connecter à NotebookLM, et un agent IA qui s'appelle askquestion.python. C'est lui qui va injecter les mots-clés, taper les questions, faire les demandes, cliquer sur les boutons et récupérer les informations. Quand vous utilisez une skill, on peut utiliser également ce qu'on appelle des références. Au moment où le modèle va travailler sur Internet, je lui donne des ordres, ce qu'on appelle la gestion des erreurs et des recoveries. Pour créer un système agent IA, il faut toujours gérer cette architecture, la boucle agentique des systèmes agents IA. Quand il récupère un contexte, il peut rentrer dans des codes erreurs. Donc, j'anticipe les erreurs, je lui donne les actions à prendre. Si les erreurs se produisent, il est capable de prendre la décision pour sortir de la boucle d'erreurs et tenter une alternative. Donc, il faut toujours, quand vous créez une architecture, anticiper pour permettre au modèle de savoir comment il a le droit de gérer et de prendre des décisions. C'est ce qu'on appelle la boucle agentique. Le système logique est le suivant. Quand je vais faire appel à une requête où il y aura le mot-clé NotebookLM ou je fais appel à la skill, il y a un trigger. Le système va se connecter à l'URL de Google, va se connecter avec l'agent de connexion. Ensuite, il va envoyer l'agent de query, la question. Et la query, il va envoyer des targets, donc des questions, récupérer les informations dans l'interface, donc query branch, extraire les mots-clés, injecter les questions utilisateurs, injecter les mots-clés de l'utilisateur. On peut même faire de l'expansion, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent les RAG, on peut faire de la query expansion. C'est-à-dire que si vous demandez à l'IA d'envoyer 3 questions les unes après les autres, il peut récupérer les 3 questions-réponses, et donc vous avez une réponse beaucoup plus vaste sur votre problématique. On fait ensuite un re-rank sémantique basé sur le modèle. Il prend le contrôle de l'écran, il soumet les questions, il récupère et il vérifie la qualité des questions, il extrait uniquement les informations qui lui paraissent pertinentes par rapport au contexte, et ensuite il compile les informations et il les retourne au niveau de l'assistant. Ça, c'est la logique de la skill qui vous montre qu'une skill peut être aujourd'hui un programme complet qui va prendre le contrôle de votre écran. Donc basez-vous sur le lien qui apparaît juste au-dessus si vous voulez récupérer le template d'origine. Alors moi je l'ai complètement modifié, ce que je vous ai montré c'est ce que j'ai personnalisé pour moi, mais c'est une bonne base de départ pour réfléchir au niveau du code. Elle est faite pour Claude Code à la base. Rappelez-vous aussi d'une chose qui est très intéressante au niveau de la skill, c'est son système économique. Quand vous mettez l'option dièse et que, je vous ai dit, il faut un mot-clé de déclenchement, moi j'ai choisi NotebookLM, la skill c'est un système à chargement progressif. C'est-à-dire que il va voir que la séquence se déclenche et il va donc lire le reste de tout le workflow, c'est-à-dire l'agent IA qui est derrière, tout le reste d'informations. On choisit souvent la skill par rapport à MCP parce que le MCP, il est intégralement chargé constamment dans la mémoire, il occupe beaucoup plus d'espace. La skill, au final, ça permet de avoir une compétence, une skill à chargement, et elle va être appelée uniquement au moment où je lui demande de faire appel à cette fonctionnalité. Et ici, je repose une question, quelles sont les différentes versions de DeepSeek V4, y a-t-il des variants? Je pose la question à la base de données, je récupère l'information, et ensuite il va me la réinjecter au niveau du contexte. Donc on a créé un deuxième cerveau en utilisant le stockage de NotebookLM. Donc vous avez un stockage multimodal, le modèle récupère l'information, il va l'intégrer au niveau de la réponse, et il m'identifie les 2 versions que j'ai demandé. Combien il y a de versions de DeepSeek V4? Il y a la DeepSeek V4 Pro, la V4 Flash, avec 3 modes de raisonnement sur les systèmes. On a maintenant un deuxième cerveau hyper simple à mettre en place, dans lequel vous n'avez que la data à déposer, et vous pouvez en plus router sur l'intégralité de votre base de données skill pour adresser dans le NotebookLM. Vous avez une infinité de possibilités pour stocker votre connaissance dans l'interface de NotebookLM. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous connaissez cette architecture. Dites-moi si vous l'avez essayé, n'hésitez pas à me le mettre. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez les formations où je vous explique étape par étape comment je fais pour configurer et créer des agents IA et les déployer et les utiliser pour votre entreprise.